Bienvenue à cette table ronde sur EPI. Donc, je remercie les différents participants d'être présents. Donc, Martina Weimart, la CEO de EPI Interim Company. Carlo Bovero, Global Head of Cards and Innovative Payment chez BNP Paribas. Julien Lassalle, chef du service de surveillance des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. Bonjour. Wolf Kunich, Head of Group Strategy Public and Regulatory Affairs chez Worldline. Jean-Michel Chanavas, délégué général de Mercatel. Et Fabrice Nakache, senior consultant monétique internationale et EPI chez Inetum Consulting. Donc pour commencer, Fabrice, est-ce que tu pourrais rappeler en quelques phrases ce qu'est EPI et quels sont les enjeux associés à EPI? Oui, alors il faut faire un peu d'historique et rappeler déjà un premier passage il y a à peu près 10 ans maintenant qui s'est appelé Monnaie, une première initiative. C'est déjà de l'archéologie à la vitesse à laquelle le temps passe dans la monétique actuellement. Il y a eu une première tentative de faire un réseau européen de cartes qui a échoué. Ça s'est passé de 2008 à 2011. Et puis il y a eu ensuite un certain nombre d'autres événements qui ont interrogé l'Europe, ont interrogé les acteurs européens sur la nécessité ou pas de faire de nouveau une tentative de créer un réseau cartes, un réseau de paiement purement européen. Alors le premier signal qui s'est allumé, c'était en 2014 avec des résonances toutes particulières actuellement. 2014, si vous vous souvenez, c'est l'invasion de la Crimée. C'est Visa et Mastercard qui ont coupé l'accès à leur réseau aux Russes sur la demande du gouvernement américain. Et donc ça a été une première prise de conscience que l'accès à un réseau financier, c'est une arme. Il y a SWIFT et il y a les réseaux cartes pour l'essentiel. Et cet épisode de 2014 s'est poursuivi en 2018. Où, au moment des négociations sur le nucléaire iranien, cette fois-ci, c'est le gouvernement Trump qui a menacé les Européens de faire la même chose, mais pour les Européens. C'est quelque chose qui s'est un peu moins su, un peu moins vu, mais ça a été un choc au niveau européen, bien évidemment. Et à partir de 2019, avec une prise de conscience très forte qu'on ne pouvait pas rester indifférent à une telle menace, à de telles possibilités. Le projet, l'initiative de paiement européenne EPI a été lancé. Et ce projet, ça fait maintenant déjà 2 ans pratiquement que ça dure, sous la responsabilité de Martina, avec pour but de créer une solution de paiement européenne, ou des solutions de paiement européennes plus exactement, et de mettre tout ça en place. Alors, qui s'est passé en termes de déroulement, ça a été bien évidemment des analyses dans l'ensemble des acteurs. Il y avait en gros une trentaine d'acteurs, 22 pour être plus précis, puisqu'il y en avait un qui était un groupement de petites banques espagnoles, enfin petites si on peut dire ça comme ça. Et sur cette lancée, chacun a regardé de son côté comment on pouvait mettre en place des solutions communes sous la houlette de pays. Et il y a eu un grand moment qui était finalement le go-no-go sur EPI, sur le fait de poursuivre ou pas, qui a eu lieu le 28 ou 27 février dernier, plus exactement, avec entre-temps le départ de banques espagnoles qui étaient participantes, et à fin février, le départ de pays d'une banque allemande qui est DZ Bank, pour la principale, et avec donc aujourd'hui un point d'interrogation sur les prochaines étapes sur lesquelles on va revenir, et avec un délai a priori qui a été donné de 2 mois pour voir la suite de la feuille de route. Merci Fabrice pour cette introduction. Et donc immédiatement, Martina, bien évidemment, la première question
qui brûle les lèvres de beaucoup de personnes, je pense ici. Comme l'a précisé Fabrice, donc, même si les principales banques, les acquéreurs, sont toujours accrochés au projet, il y a eu dernièrement plusieurs désistements. Un barycentre qui est aujourd'hui fortement porté par la France, avec quasiment la moitié des membres. Comment expliquez-vous les départs ? Quelles conséquences pour EPI et quelle roadmap pour les 2 mois à venir sur EPI? Premièrement, je sais pas, vous m'entendez là ? Non. Non, il ne faut pas. Ouais. Là, c'est bon ? Alors, merci. Oui, donc oui, ça a été, on ne va pas se le cacher, un coup dur de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas envisager la création d'un scheme card tel qu'on l'avait imaginé, à côté du wallet et de l'instant payment. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on imagine comment va se passer la mise en marché dans les différents marchés, notamment en Allemagne, avec une grosse banque allemande manquante à l'appel, 25% de part de marché minimum pour des aides-banques, ce n'est pas possible d'imaginer que demain, donc, eux, ils vont continuer le scheme domestique et à côté de ça, il y aura un scheme européen, plus déjà des banques allemandes qui ne font plus que des cartes ICS. Ce n'était pas possible. Donc ça, on a dû accuser le coup. Et c'est la situation dans laquelle on est. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit se focaliser sur la partie, on va dire, plutôt innovante de EPI, le wallet, l'instant payment, l'intégration des services à valeur ajoutée, et peut-être demain l'euro digital, mais aussi de l'identité digitale. Donc ça, ce transfert de l'attention s'est fait. Voilà, donc les 13 actionnaires aujourd'hui sont focalisés là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de cartes dans EPI, mais ce sera les cartes existantes vraisemblablement à voir. C'est des choses qu'on est en train d'analyser actuellement. Donc il faut bien avoir ce changement en tête quand on envisage maintenant la suite. Et c'est là-dessus qu'on travaille et c'est là-dessus que portent les analyses maintenant, pour arriver à un accord entre les actionnaires restants et ensuite retourner voir aussi d'autres marchés qui avaient exprimé un fort intérêt pour la partie instant payment, mais pas pour la partie carte. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit bien que la situation est en train de se redéfinir. Julien, l'année passée ou dernièrement, il y a eu les acteurs, que ce soit la BCE, que ce soit les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, pardon, ont soutenu ouvertement l'initiative EPI. Il y a eu beaucoup de soutien annoncé. On voit que plusieurs sujets sont poussés. On parle beaucoup de l'euro digital aujourd'hui. On parle de pays, on parle de l'instant payment, des acteurs privés comme les banques. Comment peuvent-elles travailler sur tous ces sujets-là à la fois ? Où sont les priorités finalement ? Quelle est pour les acteurs institutionnels, finalement, où est la priorité ? Euro digital, EPI. Et à l'inverse, si au bout de 2 mois, on se rend compte que EPI ne se fait pas, finalement, quelle réaction pourraient avoir ces acteurs si on arrivait dans 2 mois à la conclusion que EPI pourrait ne pas se faire ? Alors, bonjour à tous. La première chose à dire, c'est qu'effectivement, c'est pas anodin de voir que les banques centrales, les pouvoirs politiques, les ministères, la Commission, se sont tous affichés en soutien d'EPI ces derniers mois, même depuis le début. Et en pratique, il y avait une raison à cela, c'est que aussi bien l'Eurosystème que la Commission européenne les 2 entités ont fait séparément leur propre analyse du marché des paiements européens et ont identifié un certain nombre de besoins. Il y avait le besoin de souveraineté qui était criant, qui renvoie
aux questions de l'annexion de la Crimée, de la dépendance aux réseaux internationaux. Et puis, dans cette réflexion, ont émergé le besoin d'instantanéité, d'ouverture des données, tout un tas de sujets sur lesquels le monde des paiements était finalement un petit peu en retard du reste de la sphère numérique. C'est assez étonnant. Aujourd'hui, un message, ça fait le tour du monde en un temps record. Et puis un paiement, ça vit sa vie. Ça prend 1 jour, 2 jours pour arriver à son point de destination, quand bien même on est dans le même pays. Donc tout ça, ça a amené à une stratégie de l'eurosystème, à une stratégie de la Commission, qui sont des stratégies effectivement très volontaristes, avec un certain nombre d'actions qui sont intégrées. Et puis, EPI se trouve être une initiative portée par les acteurs du secteur privé qui répond à un ensemble d'objectifs de ces stratégies. Et donc, rien que pour ça, c'est un projet absolument crucial aux yeux des autorités européennes. Et aujourd'hui, naturellement, on regrette les difficultés qui ont été rencontrées, la perte d'un certain volume d'actionnaires. Et dans le même temps, on peut quand même se féliciter de voir qu'on a un actionnariat qui est solide. On a, sauf erreur de ma part, 8 des 10 principales banques européennes qui sont actionnaires d'EPI. On a les 2 plus grands acquéreurs non bancaires. Ça fait un noyau qui a une vraie crédibilité en termes d'envergure, en termes de capacité à porter ce projet. Et donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est voir l'aventure EPI se poursuivre, voir sous quel périmètre. Et naturellement, l'impasse sur la carte, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre, qui, bien sûr, en termes de souveraineté, pose des questions, hein, puisque c'est le segment sur lequel aujourd'hui on avait une difficulté, c'était celui de la carte. Celui du virement instantané est encore trop naissant aujourd'hui pour qu'on puisse se prononcer. Mais ce qui est important, c'est de voir comment EPI va accompagner d'autres actions du programme stratégique européen, le développement du virement instantané, une meilleure intégration des questions d'identité numérique potentiellement, et tout ça en regardant comment EPI répond au challenge et à l'attente exprimée d'un caractère pan-européen. Aujourd'hui, on a un actionnariat qui est resserré, qui, de fait, comprend un petit nombre d'acteurs issus d'un nombre de pays limité. C'est des acteurs qui ont tous une envergure européenne. On sait qu'au-delà de ces acteurs, on a potentiellement des marchés avec des acteurs plus petits qui pourraient devenir participants à EPI, et donc en tant qu'émetteurs ou en tant qu'acquéreurs. Et donc, notre souhait, c'est vraiment, en tant qu'autorité, de rester en soutien fort à EPI, pour l'aider à faire cette transformation vers un autre modèle et démontrer sa capacité à atteindre cette envergure européenne. Alors c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses aux banques. On les a obligés via la DSP2 à développer l'open payment, à mettre en place de l'authentification forte. On a ces envies de développement du virement instantané. On a le sentiment qu'aujourd'hui, EPI reste une pièce maîtresse dans ce paysage. Et puis pour répondre à votre question, si EPI ne se fait pas, qu'est-ce qui nous reste derrière ? C'est un vrai sujet. Par exemple, sur le sujet euro numérique, on peut se poser la question, mais pourquoi lancer l'euro numérique et lancer une initiative comme EPI côte à côte ? L'euro numérique, c'est un actif de règlement. Donc c'est une sorte de nouvelle devise. C'est un euro qui n'est pas émis par une banque, mais qui est émis par une banque centrale, et qui doit satisfaire à des besoins de paiement. Donc pour ça, cet actif de règlement, il a besoin de solutions, de choses qui permettent à monsieur tout le monde d'aller acheter sa baguette de pain. Cette solution de paiement, on a besoin qu'elle soit européenne. Sinon, en termes de souveraineté, l'euro numérique n'apportera pas grand-chose. Aujourd'hui, des points de rencontre entre les actifs de règlement et la capacité à payer, au niveau pan-européen, on n'en a pas beaucoup. On a les scheme cards internationaux, qui en termes d'actionnariat ne sont pas réellement européens. Et puis on avait EPI. Donc effectivement, on concevait EPI comme le complément idéal de l'euro numérique pour aider les banques centrales à faire circuler l'euro numérique. Si on n'a pas de pays, se posera forcément la question de qui est en mesure de faire circuler l'euro numérique. Est-ce qu'il faut que l'eurosystème développe lui aussi des solutions de paiement? Ce n'est pas son métier, on n'a aucune expérience en la matière. Est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions nationales avec les limites d'interopérabilité que ça pose? Est-ce qu'il faut qu'on se tourne vers l'international? Ça, c'est des questions qui sont en suspens. Pour l'instant, la seule hypothèse sur laquelle on travaille sérieusement, c'est celle du maintien d'EPI et de sa capacité à répondre à nos attentes.
D'accord. Merci, merci beaucoup pour ces précisions qui sont importantes. Et puis, mais je me tourne maintenant vers Carlo par rapport aux raisons évoquées beaucoup sur le départ des acteurs bancaires. On parle beaucoup d'un équilibre économique difficile à trouver côté EPI. Finalement, alors il y a deux questions. C'est est-ce que cet équilibre économique à 13, comment réussir à trouver un équilibre économique à 13 par rapport à ce qu'on avait pas forcément réussi à trouver à 22. Donc quelle restriction, donc on a un peu évoqué là, mais sur quel périmètre on pourrait travailler. Et il y a une question peut-être politiquement incorrecte, mais donc je m'autorise à la poser, c'est sur les interchanges et sur finalement, est-ce que on n'est pas allé un peu trop vite, trop bas sur les ROI en attendant que les schemes locaux puissent se rénover. Merci bonjour à tous et merci pour les questions. J'aime beaucoup surtout la deuxième, j'y reviens après. Déjà, je voulais commencer pour remercier la Banque de France parce que c'est important de sentir d'écouter que EPI reste plus importante que la pièce des trois. C'est ça que j'ai compris de ton discours tout à l'heure. C'était une petite blague entre nous, mais je pense que c'est important quand même qu'on passe le message, on est toujours focalisé sur EPI. Pour revenir, et on est ce que quelqu'un appelle the club of the willing. Donc on est toujours focalisé à faire naître, si c'est le bon mot en français, pardon, le bébé. Pour revenir à tes questions, la première, alors je ne suis pas la bonne personne pour poser cette question parce qu'il faudrait demander aux actionnaires qui ont décidé de ne pas venir dans le projet. Quand même, sûrement, pour être plus sérieux, le business case et business model de EPI, en général, la création d'un scheme avec ce type d'ambition au niveau européen, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, c'est normal, il y avait dans ce qu'on appelle EPI 1.0 des investissements qui étaient très, très importants. Dans une période, bon, cette année c'est peut-être un peu différent pour d'autres raisons, mais dans une période difficile aussi pour les banques, et donc soutenir des investissements si importants, c'est pas évident. Donc bien sûr que le sujet du business model, c'est un sujet important. C'est probablement une des raisons, il faudrait poser la question à des banques, à la CAIX, etc. C'est une des raisons pour lesquelles probablement quelqu'un a fait un pas en arrière. Après, je me permets de dire qu'il faut aussi mettre sur la table, oui, les investissements, mais aussi les ambitions, les opportunités, l'importance. Quand je dis pour l'Europe, je parle de marchands, je parle de consommateurs, pas nécessairement de banques. Parce que dans le business case, je vous assure, le bénéfice pour les banques, c'est pas évident de les trouver. La raison pour laquelle aujourd'hui on est là et on parle de la suite à laquelle je viens tout de suite après. Donc oui, c'est le business case, c'est quelque chose, les investissements, c'est quelque chose qui ont bien évidemment mis en difficulté une chasse sur l'EPI 1.0. L'interchange fee, ça fait partie du business model. Donc est-ce que c'était trop tôt? Mon avis personnel, je pense que oui. Je suis sûr que pas tout le monde est d'accord autour de cette table. Donc je suis sûr que quelqu'un va réagir. Mais si on regarde, et pour un instant, parce que je suis plutôt pour regarder devant moi que derrière moi, mais si on regarde pour un instant derrière nous, je ne vois pas les bénéfices que la réduction ou le cap de l'interchange fee a apporté au marché des paiements en Europe. Personnellement, j'ai du mal à le voir. Il y a eu du développement, oui, il y avait des développements avant. Est-ce que ça a aidé plus de compétition et plus d'innovation dans le marché des paiements en Europe? Je ne suis pas sûr. Je ne suis personnellement pas sûr.
Voilà, je m'arrête là parce que je suis sûr que quelqu'un va réagir. Peut-être un seul mot pour revenir à ce que je disais au début. Ça n'empêche pas qu'on est fortement focalisé sur ce qu'on appelle l'EPI 2.0 et que je suis convaincu qu'il y a quand même des choses très intéressantes, très importantes à faire autour du wallet. Ce n'est pas le même périmètre produit, il n'y a pas la carte, comme Martina vient de le dire, comme vous venez de le dire. Il y aura sûrement au début beaucoup moins de volumétrie, mais sûrement le wallet, c'est quand même le produit de demain. Donc ça reste un projet ambitieux. En même temps, le business case ne va pas être plus facile, mais en termes d'investissement, sans rentrer dans les chiffres, bien évidemment, c'est un investissement moindre, respect un EPI complet des cartes. Donc, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que ça va être plus facile. Je pense qu'il y a des opportunités, des services à valeur ajoutée, des innovations à apporter sur le marché avec le wallet digital, avec moindre d'investissement au début. Mais c'est un parcours tout à construire. Et donc, on verra avec Martina d'ici la fin d'avril. Merci Carlo. Pardon. Wolf, côté Worldline, donc en tant qu'acquéreur, les deux acquéreurs qui étaient initialement dans l'initiative Worldline, comme Net, Nexi maintenant, ont décidé de rester. Qu'est-ce que pays représente pour Worldline et comment, quel rôle finalement un acquéreur européen comme Worldline pourrait jouer pour relancer l'initiative, dans la suite de cette initiative, et très présent sur le marché de l'acquisition. Quel est, toujours pareil, sur le risque que pays ne se fasse pas, quel risque sur le marché de l'acquisition européen si pays ne se faisait pas? Oui, donc déjà, d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. Et une deuxième remarque, avant que Carlo la fasse. Donc, Carlo était un acquéreur aussi. Nous sommes des acquéreurs non bancaires, donc font uniquement l'acquisition et pas de l'émission. Donc, EPI, pour nous, c'est un grand projet de paiement maintenant en France, Allemagne et en Belgique. Ça va de soi que Worldline en fait partie. Ce serait un peu étonnant qu'on n'y soit pas. On est peut-être un peu moins présent en France en tant qu'acquéreur. On joue peut-être un certain rôle dans l'acceptance. Mais en Allemagne et en Belgique, on est sans conteste, dans chacun des pays, le plus grand acquéreur présent. Donc, puisque les banques sont retirées là, donc je pense que nous, on ne peut pas sans EPI, et EPI aura plus de difficultés d'y aller sans nous. Pour nous, l'objectif, puisqu'on n'est pas émetteur et puisque, par exemple, le sujet d'interchange ne joue pas un rôle aussi important chez nous que chez Carlo, par exemple, pour nous, il y a deux, à part, je pense, les ambitions de société que vous avez remarqué et que je pense est vraiment très important. C'est un projet qui a un vrai sens européen, d'avoir une solution européenne. Si je parle à mes enfants, ils comprennent ça. Donc, c'est pas sûrement... Mais après, on a une société avec un business case, donc il faut avoir une explication business quand même. Et il y a deux aspects. Le premier, c'est que nous, on a un acteur pan-européen avec une forte présence dans beaucoup de pays en Europe. Et aujourd'hui, on opère de plus en plus les cartes internationaux à l'échelle européenne. Mais pour les cartes type CB, Banque Contact, Girocard, on opère à une échelle locale. Et donc, du coup, on est un peu un acteur multidomestique plutôt qu'un vrai acteur pan-européen. Et pour nous, les économies d'échelle qu'on devrait avoir en tant qu'acteur de notre taille, et d'ailleurs pour Nexi, c'est la même chose, donc on pourrait les réaliser plus facilement s'il y avait un scheme européen plutôt que beaucoup de schemes domestiques. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est un peu liée à la première, mais quand même un peu un cas à part, c'est qu'on voit aujourd'hui les frais pour l'acquisition qui sont prélevés par les schemes internationaux, pour ne pas les citer, ont quand même fortement augmenté. Et une des raisons pour ça, c'est l'absence de concurrence. Donc il y a une concurrence peut-être entre les deux schemes internationaux principaux, mais la concurrence entre les schemes internationaux et les schemes domestiques va en faveur des schemes internationaux. Et donc, du coup, nous, on ne peut pas refuser l'augmentation des fees
se concentrer sur le domestique sans vraiment perdre des parts de marché. Et nous, en espérant, et pas espérer, mais espérons encore, que EPI donnera un levier. Et en plus, nous, en étant actionnaires de EPI, ça nous donnera un levier supplémentaire pour mieux négocier des conditions, aussi pour les commerçants d'ailleurs, dans cette situation qui aujourd'hui qui nous semble pas assez concurrentielle. Je pense que ça, c'est vraiment les deux objectifs les plus importants pour nous en tant qu'acquéreurs. D'accord. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Jean-Michel, qui représente avec Mercatel les commerçants, donc un acteur central dans le process également. Aujourd'hui, vu le contexte, finalement, quelles sont les principales attentes d'un retailer dans le contexte où il y a une diminution d'un périmètre à la fois géographique et fonctionnel de pays. Finalement, est-ce que pays continue à être intéressant pour les commerçants ? Bon, je vais faire un premier élément de réponse. C'est que moi, j'ai besoin de réfléchir un petit peu plus à des choses qui ne sont pas encore officielles. Donc, on a établi une structure de dialogue relativement dense et en tout cas fréquente avec la structure EPI pour réfléchir à ce produit, comment on allait le lancer, qu'est-ce qui étaient les attentes, comment ça allait fonctionner techniquement, combien ça allait coûter, tout ça. On a parlé de ces sujets-là. Là, on a des nouveautés. Et il faut nous laisser le temps un peu d'intégrer sur est-ce que c'est finalement peut-être une chance ou pas une malchance. C'est vrai qu'à priori, on va dire, nous, l'idée d'un commerçant, toujours, c'est basé sur le sujet de l'universalité. Nous, plus il y a de gens, parce que derrière tout ça, il y a des consommateurs qui veulent payer d'une certaine façon, et plus on est content. On n'est jamais content de rajouter des boutons supplémentaires en e-commerce ou de proposer des nouveaux moyens de paiement pour le plaisir de proposer des moyens de paiement, parce que nous, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, ce qu'on veut, c'est être payé. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, si je reviens sur le marché domestique, par exemple français, aujourd'hui, nous, on est satisfait des moyens de paiement qui sont proposés par les gens dont c'est le métier de proposer des moyens de paiement. Ça fonctionne, les gens peuvent payer, et c'est un prix toujours trop cher, mais néanmoins raisonnable, et notamment parce qu'on a le groupement carte bancaire et que ça joue un rôle important sur le niveau tarifaire. Ce niveau tarifaire, faut pas négliger. Quand on parle pour revenir quand même, parce que je suis obligé de répondre sur le sujet interchange là. Bon, nous on a mesuré l'impact réel de l'évolution des interchanges pour le commerce. Et on l'a dit d'ailleurs. On a dit, nous, ça nous a fait gagner 5 points de base. En moyenne, par rapport à ce qu'on payait avant. Donc on a dit merci, on va payer moins 5 points de base, c'est pas négligeable, c'est important. Voilà. Là, on va remesurer. Je profite pour le dire, pour faire une petite annonce. On va remesurer où on en est 5 ans après la mise en place du règlement MIF, parce qu'il y a quand même des choses qui ont bougé, les cartes commerciales qui ne sont pas régulées, enfin des petits plaisirs comme ça. Bon, le sujet des coûts nous intéresse, et il va continuer à nous intéresser. Mais le premier point, je dirais, par rapport à ce que j'ai dit sur la situation en France et les paiements par carte, nous, c'est vrai que dans le pays, on voyait se dessiner le futur d'une situation, le futur de carte bancaire finalement. Parce que je disais, finalement, on va porter cette espèce de concept au niveau européen, ce qui a quand même une certaine logique. Non pas tant que nos magasins soient fréquentés par une multitude de clients internationaux, parce que le commerce, ça reste quand même très domestique. Les gens qui sont à Limoges, ils ne vont pas aller faire leurs courses à Düsseldorf. Ça, c'était quand même un peu avant la crise sanitaire et l'accélération de la transformation numérique, parce qu'il y a quand même un côté international qui arrive et qui se développe beaucoup avec le développement accéléré du e-commerce. Donc là, je dirais, le fait de passer à l'échelle européenne, évidemment, pour nous, c'est un facteur qui est intéressant. Ensuite, naturellement que on voit, et là aussi, on a vu l'accélération de la part des achats qui sont payés
via du numérique, enfin du scriptural en tout cas. Donc pour nous, on voit l'addition qui augmente. Donc on se dit, s'il y a de la compétition, c'est quand même un moyen de maîtriser les coûts, en tout cas au moins de manière relative. Donc nous, on voyait quand même au niveau européen, dans EPI, un moyen de compétition, parce qu'on est toujours mieux avec plus d'acteurs qu'avec 2, ou 1, encore moins. Voilà. Bon. Et puis enfin, bien sûr, et ça, je crois que ça a été dit déjà par Julien et puis par Wolf, moi je pense réellement que le monde des paiements n'échappera pas au temps réel. Non mais, je redis ça tout le temps, mais il faut arrêter. La carte, c'est un truc fantastique, mais c'est un truc qui a été inventé il y a 60 ans, 70 ans, etc. Si quelqu'un aujourd'hui inventait un système, il ne l'imaginerait pas à part de traitement qui déconnecte une autorisation d'une télécollecte pour la simple raison que la taille des tuyaux n'est pas suffisante pour pouvoir faire la collecte en temps réel. On justifie a posteriori des fonctionnements qui sont quand même complètement has-been sous des raisons de sécurité, mais c'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est que, il y a des ruptures technologiques, il y en a une avec le temps réel, et qu'il faudra bien que cette rupture-là, elle arrive dans le monde des paiements. Voilà. Je ne dis pas que c'est une demande des consommateurs de payer en temps réel. Bien sûr qu'il y a des cas d'usage, et on est tous conscients, et quand on demande aux jeunes générations, le fait de payer de compte à compte. J'ai de l'argent, je ne l'ai plus, et immédiatement, voilà, il n'est plus sur mon compte, il est sur le compte de l'autre. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, ce n'est pas une demande, mais c'est une évidence de fond. Voilà. Après, ça peut prendre un peu plus, ça peut prendre du temps. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Donc, nous, nos attentes, clairement, c'est ces besoins d'universalité, dessiner un futur à la carte, continuer à améliorer les conditions financières, parce que relativement, l'histoire montre que plus il y a de paiements digitaux et moins ils sont chers relativement. Il n'y a pas de raison que ça change, c'est comme la loi de Moore, ça. Voilà. Et puis, in fine, participer à la modernisation technologique. Alors, qu'est-ce que ça change? En revanche, moi, par rapport à tout ça, on va regarder qu'est-ce que ça change, et puis on verra. Mais au passage, le commerce, très clairement, nous, on n'est pas actionnaire de tout ça, mais on s'est prononcé au niveau européen très clairement en faveur de pays. Que ce soit Eurocommerce ou e-commerce Europe, les fédérations dans les pays, on est très favorable à ça. Et on ne change pas d'avis. C'est très clair. Merci Jean-Michel. Effectivement, c'est bon de rappeler que le soutien qui avait été également apporté par les acteurs commerçants à l'échelle européenne. Je voulais rebondir également sur un autre sujet, c'est-à-dire que si on se rend compte, ce qu'on a un peu évoqué, donc Martina ou Carlo, mais enfin Martina, si finalement, est-ce que la position de force de Visa et Mastercard, qui était l'initiative, un des enjeux majeurs initiaux de pays, est-ce qu'elle est aujourd'hui, comment EPI se positionne par rapport à cette concurrence Visa Mastercard, est-ce que sans un scheme card, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Prétendre que maintenant on va faire EPI et ça y est, Visa et Mastercard ont un concurrent en Europe, on ne va pas se la raconter. Non, donc il faudra beaucoup de temps avant que... Je pense qu'à un moment donné, oui, ça viendra, parce que quand on regarde des marchés où des solutions alternatives se développent fortement, c'est tout à fait le cas. D'accord ? Là, on voit que effectivement, les cartes en général sont concurrencées par d'autres moyens de paiement. Et si vous regardez, je ne sais pas, iDeal aux Pays-Bas en e-commerce, la carte, elle n'existe pas. Enfin, elle existe à moins de 30%. Par rapport à la France, avec 80%, c'est quand même une autre histoire. Donc, on peut insuffler ce changement-là, mais il ne faut pas se voiler la face. Là, on aurait eu, avec le scheme card, on va dire, une transformation lente. Là, il va falloir faire un saut
un saut vers le paiement immédiat. Est-ce qu'on est prêt à faire ce saut? Comment on va le faire? Bien évidemment, on va faire tout pour l'incentiver, pour l'accompagner. Et je pense que l'usage des consommateurs va aider. Parce que l'usage des consommateurs, c'est effectivement en faveur des wallets et plus de services à valeur ajoutée. Mais ça prendra du temps et il va falloir l'établir d'abord dans le marché. Après, oui, on peut disposer d'un très joli outil. Mais bon, la situation de base a changé. On a perdu, à travers cette histoire de l'abandon du scheme card, le volet souveraineté dans un premier temps. Il peut revenir, mais pas là dans l'immédiat. Ça, il faut qu'on soit honnête et clair là-dessus. Et c'est d'ailleurs un des échanges que nous avons avec les autorités, parce que ça pose problème. Surtout dans le contexte actuel, on se rend compte que, ma foi, c'est pas très confortable. Et Julien, ça me fait me retourner vers toi. Finalement, est-ce que les banques centrales ont un moyen, alors je vais prendre le terme, d'influer ou d'avoir quelle action pourrait avoir sur les banques commerciales dans le cadre de cet enjeu de souveraineté? Est-ce qu'il est à oublier, ou est-ce que les banques centrales ont encore une possibilité d'intervenir? De toute façon, c'est un sujet sur lequel on sait qu'on n'a pas de recette miracle pour tout changer du jour au lendemain. Le segment de la carte est forcément le segment qui est prioritaire aujourd'hui, puisque c'est plus de 60% des transactions scripturales en Europe. C'est un marché qui est de fait dominé par un duopole américain, même si ce n'est pas le cas sur le marché français, par exemple, où CB est largement dominant. Les réponses qu'on peut avoir par rapport à ça, elles sont à plusieurs niveaux. Il y a la question de, finalement, est-ce que ce n'est pas l'euro numérique qui, quelque part, doit pouvoir régler ce problème? À notre sens, pas tout à fait, puisque l'euro numérique, comme je le disais tout à l'heure, c'est une nouvelle forme de monnaie, c'est un actif de règlement, mais l'eurosystème n'a pas la vocation à aller équiper les particuliers, les commerçants en moyens de paiement. Ce n'est pas notre métier, je ne garantis pas qu'on saurait le faire moins cher d'ailleurs. On le fait un petit peu avec les espèces, c'est vrai. Ce qu'on voit quand même, c'est que cette digitalisation des paiements que citait d'ailleurs Jean-Michel, elle est réelle. Et on voit bien que dans la sphère Internet, payer par carte, c'est quand même pas la solution la plus confortable qui soit. Il faut saisir 16 chiffres de numéro de carte, la date d'expiration, le cryptogramme visuel, et comme c'est pas assez, les régulateurs vous ont collé un petit coup d'authentification forte derrière pour amuser la galerie. Non, pour des raisons de sécurité. Et donc... Oui, quand même. Voilà, il y avait une vraie motivation derrière. Voilà, donc sur ce segment-là, d'ailleurs, on le voit dans certains pays. Avec iDeal aux Pays-Bas, on a vu aussi des solutions de type wallet qui se sont développées. On a des solutions américaines qui sont arrivées avec PayPal. On a des solutions chinoises qui sont bien plus susceptibles de s'implanter en Europe que le Scheme Card UnionPay. Et donc, cette bataille du numérique, elle commence à peine. Et là-dessus, EPI doit être un des vecteurs qui nous permet de reprendre la main. C'est vraiment le segment sur lequel l'Europe n'a pas encore perdu la bataille. La question qui se pose, c'est vraiment sur le commerce de proximité, sur le point de vente, où effectivement, privé d'un scheme card européen, les solutions alternatives aujourd'hui ne se bousculent pas. Est-ce qu'on peut parier sur une évolution des usages avec davantage de mobile et peut-être à terme du mobile avec initiation de virement instantané au lieu de faire du mobile façon Apple Pay ou façon Paylib. Voilà, c'est des vraies questions. Ce qu'on voit dans certains pays, notamment dans les Nordiques, c'est que ce type de solution s'est réellement développé. Donc la réponse à cet enjeu de souveraineté, ça ne doit pas être une raison pour lancer des projets tous azimuts, mais il faut aussi qu'on fasse confiance aux projets qui sont en cours. Donc, EPI en est un, l'euro numérique en est un autre. Le développement d'autres services, le request to pay, par exemple, ce genre de choses, sont autant de vecteurs qui potentiellement permettent à l'Europe de remettre un pied fort sur son propre marché des paiements. Et donc c'est là-dessus qu'on mise principalement. C'est très clair et merci encore de ces précisions. Carlo, je reviens encore sur les sujets Visa Mastercard, où on se rend compte que la réglementation IFR
2006, ce que Jean-Michel avait un peu évoqué, a peut-être eu des impacts un peu différents, puisqu'on a vu les fees qui ont Visa, Mastercard, qui ont augmenté. Finalement, est-ce que je reviens sur le sujet Visa, Mastercard, est-ce que la position de Visa, Mastercard aujourd'hui, elle n'est pas encore en train d'augmenter? Je risque de répéter des choses déjà dites par Martine, mais pas grave. Il faut renforcer le message, bien évidemment, que sans sujet carte, le marché est sera moins compétitif, surtout sur le court moyen terme, on va dire. Parce qu'en plus, je pense que seulement une petite différence avec ce que disait Julien, la carte est aussi quand même très utilisée au niveau de l'e-commerce, avec la carte on file, etc. Donc oui, il y a moins de capacité d'avoir une compétition sur ces marchés-là dans les années à venir. Après, je me permets un petit message à mon ami Jean-Michel. Je suis très curieux de voir qu'est-ce qui sort de son étude qui a relancé. Parce que ce que je mesure comme acquéreur, c'est que oui, il y a eu une baisse de l'interchange fee, et pour moi, je leur ai dit, qui a créé un manque d'innovation sur le marché des paiements dans les dernières années. En même temps, j'ai enregistré, et là, j'ai enregistré des augmentations très, très importantes au niveau de scheme fees de Visa Mastercard sur les dernières 3-4 ans. Donc, je ne sais pas quand c'était ton étude dernière. Voilà, parfait, merci. Parfait, Jean-Michel. Donc, je suis très curieux de voir ce qui sort de ton étude maintenant. Je suis convaincu que malheureusement, j'avais plutôt raison, mais je suis prêt à jouer un dîner sur ce point-là, sur un étoilé en plus. Donc, parce que malheureusement, le marché est clairement, nous a dit, on l'a enregistré, il y a une croissance différente pays par pays. Ce n'est pas exactement la même chose que je vois au niveau de BNP Paribas dans tous les pays. Dans certains pays, il y a une augmentation de 40-50% des scheme fees. Donc c'est quand même... et qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Malheureusement, avec moins de compétition, je ne suis pas sûr que serait capable de le bloquer, cette augmentation. Voilà. Je pense que le message était clair. Merci. Wolf, par rapport à Worldline, donc aujourd'hui, on voit le monde des le EPI rebouger. Quels sont comment tu vois l'évolution des adhésions? Est-ce que finalement il n'y a pas un enjeu? Aujourd'hui, on a de grands acquéreurs. Est-ce qu'il y a sur l'arrivée des nouveaux adhérents, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu côté émission également? Je pense qu'il faut voir ça, il faut regarder EPI avec un regard européen. Donc ça paraît un peu évident, mais la France est un grand pays carte, hein, donc pour beaucoup de raisons, beaucoup de bonnes raisons. Donc moi, Martina, on est allemand. En Allemagne, les gens prennent pas tellement la carte pour payer Internet. En Hollande, Martina le disait, c'est 70% de iDeal. En Suisse, nous on a vu Twint se développer très fortement finalement. En Espagne, il y a Bizum. En Danemark, arrêtez-moi, hein, mais autour de la France, les solutions de paiement sans carte se sont fortement développées. Et c'est pour ça, je pense aussi, c'est pas parce qu'on abandonne la carte qu'on abandonne le pays. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et peut-être finalement, la bataille de la carte, c'est le combat d'aujourd'hui, mais peut-être pas celui de demain. Donc peut-être on devrait se focaliser sur la compétition de demain. Pour nous, en tant que acquéreur, il faut évidemment aussi se retrouver dans un rôle, il faut peut-être aussi redéfinir le rôle de l'acquéreur dans un monde post-carte qui sera peut-être différent de celui de la carte. En même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont fournis par la carte, réserver des fonds et
pour les fameuses réservations de voitures, hôtels, à la pompe et tout ça, qui sont aujourd'hui pas faisables avec des solutions très basiques de compte à compte. Et donc là, il y a un vrai rôle de l'acquéreur pour déployer ça. Et en plus, de toute manière, il y aura toujours un rôle de ce qu'on appelle du PSP, de déployer la solution au point de vente, parce que je pense que Jean-Michel sera d'accord pour dire qu'il veut avoir un fournisseur de solutions qui ressemble à toutes les solutions, et ça serait naturellement des acteurs comme Worldline. Donc, le besoin d'EPI reste entier, et tout ce que Julien a dit, évidemment, c'est très très vrai, et on ne peut pas rester sans solution. Et si on reste sans carte, on trouvera une autre solution, mais il faut aller vers l'avant, je pense. C'est ça la vérité de l'histoire. Et Worldline sera un acteur important côté commerçant, et on sera un acteur aussi côté processing technique. Donc je rappelle que iDeal a été complètement opéré sur toutes nos plateformes depuis le début d'iDeal, par exemple. Donc on sait, on n'est pas seulement opérateur commercial chez les commerçants, mais nous aussi, on reste un opérateur technique assez compétent. D'accord, merci. Martina, je voulais revenir vers vous pour reparler du sujet des éventuels nouveaux membres. On sait que EPI était en discussion avec plusieurs communautés, avec plusieurs banques. Est-ce que ces discussions continuent ? Comment vous voyez est-ce qu'il y a encore une dynamique par rapport aux communautés qui n'étaient pas dans le tour de table pour rejoindre Oui, absolument. Premièrement, on va dire, ces marques d'intérêt n'ont jamais cessé. Il faut bien comprendre une chose, et quand même maintenant, quand on prend un peu de recul, on se rend compte comment fonctionnent les gens. Moi, je pensais, à vrai dire, j'étais un peu naïve, je pensais que ça n'existait plus, mais on a quand même beaucoup de gens en Europe qui disent « vas-y, je te suivrai après ». Donc ce réflexe-là, donc on a beaucoup de gens qui nous contactent, on ne pourra pas avoir une mise à jour, mais alors vous allez sortir quand? Et tout de suite après, alors, comment on pourrait rejoindre EPI? Mais ils ne veulent pas être dans le premier tour de table, ils ne veulent pas être les frontrunners, ils ne veulent pas prendre le risque initial. Moi, ça me semble un peu dépassé et dommage, pas très courageux non plus, mais il faut bien se rendre compte que, on va dire, parmi les banquiers, on a quand même beaucoup qui pensent comme ça. Donc ça, on l'a expérimenté, on l'expérimente tous les jours. Donc on a heureusement les 13 volontaires avec les 2 grands acquéreurs qui ne raisonnent pas comme ça et qui voient vraiment l'intérêt de dire il faut aller en avant. Mais on a beaucoup souffert de ce phénomène-là et on a clairement des demandes. Donc, on va refaire les contacts. Je pense que ça va être plus facile pour obtenir des adhésions maintenant. Mais on ne veut pas que ces adhésions-là soient sur le chemin critique de la prise de décision. La prise de décision, on ne va plus se rendre dépendant de Pierre-Paul Jacques, qui chacun vient avec « moi je viens, mais seulement si tu fais ça ». Et moi je viens si tu reprends ma solution. Et moi je viens si je paye moins de filles que mon voisin. Parce que ce n'était que ça. Je suis désolée, je me défoule un petit peu, mais bon, c'est négociation. Voilà. Donc, bon, je pense que là, on est sorti de ça parce que, heureusement, avec les 13, je veux dire, on peut parler plus clairement et avec une vision plus stratégique qu'avec d'autres. Donc, ça va revenir. On ne veut juste pas que ça soit maintenant dans ce chemin de la prise de décision parce qu'on veut enfin lancer. On en a marre de faire des analyses et des études, d'ajuster parce qu'un tel, machin, encore un truc à dire. Et ne veut pas, on veut aller en avant parce que le temps presse, le marché ne nous attend pas. Et on pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de choses à offrir. Par exemple, sur le paiement instantané, oui, on a fait tout ce qu'il fallait pour le faire compatible avec le commerce, pour toutes les situations de paiement, voire des situations de paiement qui sont seulement naissantes aujourd'hui.
Donc on est très, je dirais, désireux maintenant à proposer ça au marché parce qu'on pense qu'on peut amener une véritable innovation par ce wallet avec de l'instant payment adapté à toutes les situations de paiement existantes, mais aussi à des nouvelles. Mais ça tombe bien parce que moi je voulais rebondir sur les choses qui ont été dites avant sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant parce qu'il faut un peu organiser ses priorités aussi, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme opportunité. Moi je trouve qu'un des points sur lesquels on devrait accélérer, c'est sur l'acceptation du paiement par virement, enfin initié sur le point de vente. Il y a des choses qui étaient un peu en cours et tout ça avec des QR codes standards au niveau européen. Et bien là, on a l'occasion et en plus on a l'opportunité parce que le QR code, en tout cas en France, tout le monde le connaît. Ça évoquera peut-être des mauvais souvenirs pour certains, mais en tout cas maintenant on est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui savent l'utiliser là. Donc là, on a une opportunité. Donc jusqu'à maintenant, on pensait que c'était que pour les Chinois qui ils payent tout comme ça, mais là, maintenant, on sait qu'en France, ça doit être possible aussi. Hein. Donc c'est dans les choses que peut faire, puisque on parle jamais d'argent là. Enfin, les autorités européennes ne veulent pas subventionner, et puis bon, on ne va pas partir dans ces sujets-là, c'est trop compliqué. Mais la création de conditions, dans ces conditions, il y a la standardisation, et ça peut être à la main de régulateurs ou d'autorités européennes d'accélérer le sujet là-dessus. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est quand même... il y a une espèce de paradoxe. Parce qu'on considère, par exemple, l'utilisation du mobile. Hein. Bon, moi, comme c'est mon métier, je paye qu'avec mon mobile. Mais je ne fais partie... On n'est que 5%, en fait. Hein. Donc, c'est très peu. Donc, en revanche, il y a plus de 40% des gens qui disent qu'ils le font. C'est incroyable, hein. Parce qu'en fait, ils le font. Ils le font parce qu'ils considèrent que quand ils achètent sur un site internet sur leur mobile, ils payent sur leur mobile. D'ailleurs, c'est un peu vrai, non? Donc eux, le fait que ce soit de payer avec machin, une puce NFC, etc., ils s'en foutent. Mais les gens, pour eux, les gens payer avec le mobile, payer sur le mobile, tout ça, ça se rejoint. Donc il y a un potentiel là. Donc certainement, ce sera plus facile de les convaincre sur cette partie-là. Donc on sera peut-être plus concentré, mais il y a quand même, à court terme, moi je crois vraiment, à condition de bien réorienter nos priorités, je pense qu'il y a un coup à jouer. Merci Jean-Michel. Effectivement, on voit bien le développement du paiement mobile, on parle beaucoup de super app, on parle beaucoup, et EPI s'était aussi positionné, enfin en tout cas dans la presse, on a eu pas mal d'articles où on disait la possibilité de faire cette super app européenne qui serait intéressante. Je vous remercie. Je vois qu'il nous reste une vingtaine de minutes. J'aurais voulu savoir si... déjà, je vous remercie de votre franchise, de votre... Voilà, on voit bien que les choses se disent. Donc, il n'y a pas de... S'il y a des questions dans la salle, des gens qui voudraient intervenir, je vais vous apporter le micro. Merci. Bonjour, Elias Ganem de Capgemini. Julien, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit qu'il n'y a pas de solution miracle. Or, en 2002, il y a eu une solution miracle, on a eu un euro. Les gouvernements se sont décidés, on dit on va faire l'euro, et on l'a fait le 1er janvier 2002. Si là on veut faire l'euro numérique, pourquoi on ne ferait pas l'euro numérique et EPI, top-down, et en l'imposant à tous les acteurs de la place ? C'est une très bonne question. Alors, déjà, quand on parle de l'euro, on est sur notre monnaie, donc naturellement, pour une banque centrale, d'être les maîtres d'œuvre sur le passage des monnaies nationales à l'euro, c'était forcément à nous que cela devait incomber. Après, effectivement, on est engagé dans ce travail exploratoire sur une nouvelle forme de monnaie qu'on souhaite potentiellement accessible au grand public, mais en fixant quand même un certain nombre de lignes rouges. Et parmi ces lignes rouges, il y a le fait qu'on n'a pas vocation, nous, à désintermédier les intermédiaires traditionnels du secteur financier, que ce soit les banques, les autres catégories de PSP. Et donc, une logique top-down qui viendrait imposer une solution de paiement unique
même si c'est EPI, nous semble pas être tout à fait dans l'ADN de ce que l'on envisage de faire. On n'est pas un régime qui impose. Alors effectivement, on voit sur la monnaie numérique plus à l'est, côté Chine, qu'il y a des choses un peu musclées qui se préparent, parce qu'il y a une volonté des autorités gouvernementales de reprendre la main sur un secteur où, à l'inverse, les intermédiaires avaient pris un petit peu trop de pouvoir. Nous, on n'est vraiment pas dans cette logique-là, et je ne pense pas que les difficultés de pays aujourd'hui nous amènent à revoir cette position. Par contre, ça nous amène à vraiment comprendre la situation et voir effectivement est-ce qu'il faut qu'on soutienne en complément d'autres initiatives. Est-ce qu'on s'investit sur des travaux de standardisation? Vous savez que les instances européennes suivent de très près tout ce qui est standardisation autour du virement instantané, le request to pay, les QR codes. Je pense qu'en travaillant sur tout cela et en stimulant tout cela en tant qu'autorité, on crée un tissu favorable pour faire émerger ces solutions européennes dont on a besoin. Et puis, s'il y a un vrai intérêt à faire circuler de l'euro numérique, on le fera, mais sans volonté de vouloir imposer une solution unique derrière. Bonjour, Charles de Malville, Worldline. Je vais également adresser ma question à Julien Lassalle. Ça concerne le modèle économique. On sait que sur la carte, il y a un modèle économique traditionnel qui est basé sur l'interchange avec un modèle 4 coins. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre un modèle économique qui est viable pour l'ensemble des acteurs avec du virement instantané ou avec de l'euro numérique? Ça, c'est aussi une excellente question. Et je me demande d'ailleurs si les acteurs de la sphère privée ici présents ne seraient pas tout autant à même que moi d'y répondre. Alors, bon, je vais déjà être très clair. La Banque de France n'est pas autorité de compétition, de concurrence, donc évite toujours soigneusement d'aller s'immiscer dans ces questions financières. Maintenant, il est évident que quand on soutient une initiative privée, et ça c'est vrai pour les autorités européennes au sens large, la Commission, l'Eurosystème, il faut qu'on lui donne les moyens de se développer et d'être profitable. Et donc, effectivement, il me semble, mais Martina le confirmera mieux que moi, qu'il y a eu un travail d'accompagnement et d'échange très intense entre les actionnaires d'EPI et EPI et la Commission, la DG Comp, pour discuter du modèle économique et essayer de trouver une voie dans laquelle EPI pourrait s'insérer, parce qu'il est vrai que l'interchange est toléré mais capé sur la carte. La Commission est assez réticente à laisser s'exporter ce modèle-là vers d'autres formes de paiement, notamment le virement. Et donc, c'était sans doute un exercice d'équilibriste que d'amener les autorités européennes à soutenir un modèle économique suffisamment conforme à la réglementation européenne. Martina, je vous laisse. Oui, on a un modèle totalement validé de business model donc pour le virement instantané dans le pays, que nous avons revu avec la DG Comp, avec tous les challenges qu'ils peuvent poser en tant que régulateur sur la manière comment c'est construit, etc. Donc nous avons un modèle véritablement établi, les propriétés intellectuelles de pays, mais qui est tout à fait valable pour le commerce et qui est attractif par rapport à la carte. Voilà. Merci. Juste parce que, mais c'est pas un scoop, hein. Les commerçants sont d'accord pour payer, hein, y compris si c'est un virement instantané. Hein. Personne n'a jamais pensé que le paiement allait devenir gratuit pour le commerce, puisque nous, on a un bénéfice. Hein. On est payé, en fait. Hein. Donc ça nous plaît, ça, d'être payé, nous, surtout quand on en est sûr. Donc voilà, c'est plutôt la logique actuelle du virement dans lequel celui qui paye, c'est le payeur qui est une gêne et c'est ça qu'il faut contourner, que la logique globale que le payé paye pour être payé et être sûr de l'être. Je n'ai pas de doute quant au fait que l'acquéreur trouve le moyen de faire payer pour ses services le marchand, c'est plutôt l'émetteur qui pourrait avoir un souci. Oui, alors là aussi, je pense que Carlo, en tant qu'émetteur, pourra compléter, mais un émetteur teneur de compte a différentes formes de rémunération via des abonnements, via des frais de mise à disposition des moyens de paiement. Et donc, je ne pense pas non plus qu'on puisse considérer que l'interchange est un moyen unique de rémunération. Après, c'est effectivement un modèle économique délicat à trouver. D'ailleurs, on le voit sur le virement instantané, puisque la Commission
peine à sortir son paquet législatif pour promouvoir le virement instantané, parce que, entre autres, il y a cette question de la tarification sur laquelle on est peut-être un peu réticent à aller attaquer de façon frontale et à imposer une interdiction de tarification qui serait sans doute très contre-productive. En plus, pour une fois que le marché est vraiment ouvert et compétitif sur ce sujet des instant payments. Mais je n'ai rien à rajouter, mais Martine a déjà dit, c'est quand même quelque chose de très important, ce que Martine a dit tout à l'heure. On a quand même dans EPI une solution qui répond à cette question. Et c'est quand même un valeur ajoutée pour EPI très importante, parce que c'est quelque chose qui a quand même la validation, le tampon de la Commission européenne. Et ça, c'est quand même majeur. Et c'est un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui fonctionne. Ce n'est pas de l'interchange fee parce que ce n'est pas possible, mais c'est un modèle qui fonctionne, qui donc arrive à rémunérer les acteurs autour de la table correctement. Donc, bonne question, mais la réponse est dans EPI aujourd'hui. Pas d'autres questions dans la salle? Pardon. C'est pour... À partir d'une date de prise de décision, il faut 9 à 12 mois pour la première entrée dans le marché. Et la première entrée dans le marché, ce sera vraisemblablement du P2P. Parce que, soyons honnêtes, c'est le cas d'usage le plus facile. Et peut-être aussi le plus facile pour faire adopter par un client, parce que c'est une manière facile et simple pour des petits montants d'expérimenter le cas d'usage, le fonctionnement, etc. Mais dans ce qu'on a prévu, c'est à partir du lancement donc, du P2P, 3 mois plus tard, de l'e-commerce. Et ainsi de suite. Donc c'est un déroulement, on va dire, progressif de la solution dans le marché. Oui, j'avais une question pour Martina aussi. La feuille de route sur les 2 mois, puisque si j'ai bien compris, la décision c'est dans 2 mois. J'imagine qu'il y a quelques grandes étapes. Est-ce qu'il y a des choses particulières à noter sur ces... Oui, là, dans les analyses qu'on mène, régulièrement juste tenir au courant les actionnaires et valider les ajustements qu'on opère là actuellement avec leurs représentants plutôt au niveau technique. Il n'y a pas de grandes dates, on dit à telle date il se passe ceci, cela. C'est plutôt donc faire l'ajustement et arriver à une validation finale, compte tenu aussi d'un business case revu, d'un investissement nettement plus bas, de l'ensemble de ces éléments qui doivent tous venir ensemble pour que effectivement les 13 puissent s'engager et qu'on puisse enfin lancer. On a parlé de l'entrée potentielle de nouveaux membres, nouveaux actionnaires plus tard éventuellement. J'imagine que sur la période des 2 mois, c'est fermé. En aucun cas d'autres actionnaires. Je me permets d'intervenir, mais ce que l'a dit Martina tout à l'heure, c'est là on n'a pas le temps de faire ça. Donc, en tant qu'actionnaire, le mandat qu'on a donné Martina, c'est vraiment de se focaliser, comme ils l'ont très bien fait jusqu'à là, sur sortir le produit d'ici fin avril. Et après, pour suivre le sujet, mais je pense qu'avec la solution Wallet Digital, je ne vais pas faire des exemples, je les ai dans la tête, mais il y aura probablement beaucoup plus d'intérêt parce que ça va être beaucoup plus facile pour certains acteurs de faire partir et devenir, ils tapent déjà à la porte, comme le disait Martine, mais de faire partir demain de tour de table. Mais il faut attendre de sortir le bébé. Et une question subsidiaire par rapport au tour de table à venir. Est-ce que c'est les établissements qui reviendraient, c'est en tant qu'adhérent, potentiellement en tant qu'actionnaire? C'est un peu trop tôt peut-être? Les deux. Chacun fait comme il a envie. Heureusement qu'on a différents modes de fonctionnement. Il y aura peut-être aussi une ouverture à des financiers tiers, puisque ils sont très très demandeurs de pouvoir rentrer dans le capital de EPI. On va voir ça, mais toutes les options là sont ouvertes. Déjà, le primordial maintenant, c'est de donner le là et d'avancer.
pas d'autres questions. Oui, une autre question là plutôt pour Carlo. En tant que membre CB, on voit bien que CB, en tant que réseau carte, n'a pas les mêmes moyens que Visa, Mastercard. J'enfonce une porte ouverte. À partir du moment où EPI ne se fait pas, que les investissements ne se font pas au niveau d'un scheme international, quelle suite pour CB vu d'un de ses membres? Merci pour la belle question. Non, mais je pense que c'est une bonne question. On n'a pas encore la réponse aujourd'hui. Je pense qu'on vient d'accuser le coup déjà très récemment. Sûrement, on avait un peu focalisé comme membre de CB, comme Banque française en général, on avait plutôt focalisé le projet pour l'avenir sur EPI. La carte n'est pas plus là. Maintenant, il faut se remettre autour de la table et réfléchir donc à la suite sur CB. Il y a sûrement des scénarios à étudier. C'est quand même, comme le rappelait quelqu'un tout à l'heure, Wolf, je pense, le scheme domestique plus important en Europe. C'est quand même de la volumétrie très importante. Ça marche, ça fonctionne, il fait le job. Donc je ne suis pas inquiet du tout sur CB à court terme. C'est clair qu'il faut être au niveau du marché, en sachant que notre ambition sur le wallet digital est claire, c'est plutôt EPI, mais CB reste la réalité pour les prochaines années. Donc il faudra travailler probablement sur un sujet de standard technique, il faudra probablement relancer un peu plus autour de l'innovation, donc peut-être investir un peu plus pour faire de l'innovation encore autour de la carte. Mais disons encore work in progress. Écoutez, moi ce que je voulais rajouter, c'est que, je pense ce qui est retranscrit dans cette table ronde, c'est l'importance qu'on partage, je pense, tous sur cette initiative. Il y a effectivement aujourd'hui voilà, je reprends les termes employés, on accuse le coup. On accuse le coup d'une situation. Mais en tout cas par rapport aux enjeux, les enjeux de souveraineté notamment, et on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui fait que ces enjeux-là, il y a des enjeux de souveraineté, pour rebondir sur ce que Fabrice expliquait tout à l'heure sur la Crimée, ce qui est arrivé en Crimée, et maintenant on voit qu'en Ukraine, donc il y a vraiment un besoin de souveraineté. On attend, écoutez, on va suivre avec une attention tout à fait précise ce qui va se passer dans les 2 mois à venir. C'est voilà, alors moi à titre personnel et pour travailler dans les paiements, et je pense que les gens qui travaillent dans les paiements ont tous cette vision que c'est un enjeu important. Donc moi je suis très content qu'il y ait cette initiative. Je serais content que vous ayez accepté de participer à cette table ronde et de parler en toute transparence et sur des questions qui n'étaient pas forcément simples. Voilà, je vous remercie encore et écoutez, on attend de voir ce que va donner la suite, et on espère beaucoup. Nous on voit bien que effectivement, comme vous disiez Martina, il y a certains établissements qui sont potentiellement intéressés pour rejoindre, mais qui aujourd'hui attendent d'en savoir un peu plus peut-être. Voilà. Écoutez, merci beaucoup.